Voilà, bonjour à tous. Donc je suis radiopédiatre à l'hôpital Trousseau et je fais beaucoup de diagnostic prénatal. Je vais vous montrer donc cette présentation qui sera suivie d'une diapositive de remerciement, puisqu'il est bien évident que tout ce travail, je n'ai pas pu le faire sans toutes les équipes avec lesquelles je travaille. Voilà, alors juste pour vous dire qu'il y a en échographie, donc prénatale, hein, là je ne parle que du prénatal, des signes en faveur d'un dysraphisme ouvert. Et ces signes sont les suivants en ce qui concerne le crâne et le cerveau. Donc le premier des signes, c'est la malformation de Chiari 2, qui est donc définie par la ptose du cervelet dans le foramen occipital, avec une descente du 4e ventricule et une impossibilité, sur l'échographie prénatale, comme on le montre ici, de bien analyser le cervelet, puisqu'il est en position trop basse, et de bien voir le vermis. Un autre signe, c'est l'aplatissement des os frontaux, qu'on voit ici. Un autre signe également, c'est la dysgénésie du corps calleux, la dilatation ventriculaire et les hétérotopies sous-épandymères qu'on peut voir parfois, mais rarement en fait, en échographie, et une diminution de la taille du périmètre crânien. Au niveau du rachis et de la moelle, les signes qu'on retient en faveur d'un dysraphisme ouvert sont l'écartement des lames, voire leur éversion, comme on le voit ici, la présence de racines au sein d'un sac dont la paroi est plutôt fine, l'identification de la placode neurale. On voit quand la moelle vient se plaquer à la face dorsale du sac et s'étale, et en réalisant donc ce qu'on appelle une placode. Et la moelle n'est pas visible en dessous du défect et on ne met pas en évidence de tige. A l'inverse, les signes en faveur d'un dysraphisme fermé sont l'absence de signes indirects cérébraux et crâniens. On voit tout de même très souvent, comme on le montre ici, une diminution des espaces liquidiens de la fosse postérieure, mais ça ne nous empêche pas de bien identifier le vermis. La biométrie cérébrale est conservée. Il y a une convergence des lames au niveau du défect et non un écartement ou une éversion des lames. On ne voit pas de placode. On voit la moelle dans le sac, comme on le voit ici, qui peut réintégrer le canal rachidien en dessous du sac, sauf si on est très bas dans le sacrum. On ne voit pas de racines dans le sac, mais on voit une ou plusieurs tiges fibroneurales, comme l'indiquent les flèches, et la paroi du sac est épaisse. Et donc, nous avons observé dans les dernières années 20 patientes dont le diagnostic retenu a été celui de dysraphisme intermédiaire, parce qu'il présentait à la fois des signes en faveur d'un dysraphisme fermé et des signes en faveur d'un dysraphisme ouvert. Vous voyez qu'en moyenne, le diagnostic a été fait à 25 semaines. Et voici ce que nous avons observé comme anomalie du crâne et du cerveau. Donc 4 fœtus avaient une microcéphalie, 12 une malformation de Chiari 2, 7 une diminution de taille de la grande citerne, 12 présentaient un aplatissement des os frontaux, la moitié avait une dilatation ventriculaire qui pouvait être unibilatérale et qui était, vous voyez, en moyenne peu importante, à 13 mm. Un cas de rupture septale. Il y avait 7 anomalies du corps calleux qui étaient trop courts et 2 corps calleux épais. La hauteur du défect en moyenne était en L4, mais ça allait de T4 à S3. Et l'aspect des lames pouvait être soit convergent, aigu, soit parallèle, soit plus rarement une éversion des lames. Et la position de la partie distale de la moelle, on a vu dans 5 cas une réintégration dans le canal rachidien, mais il faut noter que le défect était sacré dans la moitié des cas. Le sac était observé dans 17 cas, avec une taille moyenne relativement élevée de 3 cm. Vous voyez que ça allait de 3. Non, là, c'est pas possible, c'est une erreur, hein, parce que ça ne peut pas être une taille moyenne de 3 cm, puisque ça va de 3,5 à 60, c'est une erreur. Ah non, 3,5 mm, pardon, non, c'est bon. La paroi du sac épaisse, donc dans 13 cas sur les 17 cas avec sac, 5 cas avec des racines dans le sac et un cas où on voyait complètement la placote comme d'habitude dans les formes ouvertes et 2 cas où on la voyait seulement en partie.
et dans aucun cas il n'y avait d'amyotrophie des mollets ou de malposition des pieds. Je vais vous montrer 3 exemples. Premier exemple, c'est ce fœtus qui présente des signes de dystrophisme ouvert. Vous voyez, il y a un aplatissement des os frontaux. Il y a une petite fosse postérieure. On va voir en fait que, contrairement à ce qu'on peut évoquer sur cette coupe axiale, ça n'est pas un chiarideux. Et on ne voit pas bien les espaces liquidiens de la fosse postérieure. Et on voit mal du coup les hémisphères cérébelleux. Il y a une dilatation ventriculaire modérée. Et vous voyez que ce qui est frappant ici, c'est qu'il y a un corps calleux court. Mais pour autant, alors qu'on ne voyait pas bien le cervelet en coupe axiale, ici on voit très bien le vermis. Et c'est confirmé par l'IRM qui a été réalisé le même jour et qui montre que le vermis est tout à fait bien vu en position normale avec un 4e ventricule qui est toutefois un tout petit peu en position trop basse et pas triangulaire. Mais il n'y a pas stricto sensu de malformation de chiarideux. Et puis il y a d'autres signes de dystrophisme ouvert, une ouverture, un parallélisme des lames, des racines visibles dans le sac, un aspect de placode, mais en partie seulement, parce qu'à d'autres endroits, il y a des signes de dystrophisme fermé avec une paroi très épaisse du sac et la moelle qu'on voit très bien à l'intérieur du sac, ce qui fait penser que cette partie doit être fermée et cette partie-là doit être ouverte. Donc là, on se situe beaucoup plus près de la myéloméningocèle que du limitide dorsal myéloschisis, qui est donc la forme de dystrophisme fermé. Chez cette patiente, on voit des signes de dystrophisme ouvert avec une dilatation ventriculaire très importante et vous voyez même une rupture septale. Un corps calleux qu'on ne peut pas vraiment juger parce qu'il est complètement étiré par la dilatation. Un aplatissement très modéré des os frontaux et une petite fosse postérieure, mais ce qui frappe, c'est qu'on voit très bien quand même le vermis. Il n'est pas complètement engagé, sinon on ne le verrait pas aussi bien. Et puis, au niveau du rachis, il y a des signes de dystrophisme fermé avec une orientation normale des lames, un élargissement du canal rachidien qui est peu marqué en regard du défect qui était de T4 à T7, une moelle qui est attirée vers le sac puis qui réintègre le canal. Mais il y a quand même des signes de dystrophisme ouvert puisqu'il y a une paroi du sac fine et un sac affaissé. Et voilà l'IRM après la naissance à J4 de cet enfant. Voici une autre patiente. Ici, chez ce fœtus, il y a des signes de dystrophisme fermé avec un vermis qui est très bien vu, qui est en place. Il y a un corps calleux court, mais il y a un petit kyste ici, interhémisphérique. Donc probablement, c'est lui qui est responsable du corps calleux trop court. Il n'y a pas de dilatation ventriculaire. Il n'y a pas d'aplatissement des os frontaux. Il n'y a pas de microcéphalie. Mais il y a quand même des signes de dystrophisme ouvert puisque la fosse postérieure est petite et avec une disparition complète des espaces liquidiens. Localement, au niveau du rachis, il y a des signes de dystrophisme fermé, c'est au niveau sacré, avec une racine qui monte, une moelle qui rentre dans le sac, puis qui en fait une ébauche de réintégration, mais comme on est au niveau sacré, elle ne peut pas vraiment. Il y a une tige fibroneurale qu'on voit très bien ici. Il n'y a pas de racine dans le sac, mais il y a quand même des signes de dystrophisme ouvert, parce qu'il y a une large ouverture avec un parallélisme des lames. Donc là, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une forme frontière, mais beaucoup plus proche du LDM que de la myéloméningocèle. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu quelques-uns de ces dossiers. Alors, ce travail, il est fait en collaboration quotidienne avec l'équipe du diagnostic prénatal de l'hôpital Trousseau, de la neurochirurgie de l'hôpital Necker et de la rééducation fonctionnelle et réadaptation de l'hôpital Trousseau. Je vous remercie.